Livre deuxième. Le vaisseau l'Orion. Chapitre 1. Le numéro 24601 devient le numéro 9430. Jean Valjean avait été repris. On nous saura gré de passer rapidement sur des détails douloureux. Nous nous bornons à transcrire 2 entrefilés publiés par les journaux du temps, quelques mois après les événements surprenants accomplis à Montreuil-sur-Mer. Ces articles sont un peu sommaires. On se souvient qu'il n'existait pas encore à cette époque de gazette des tribunaux. Nous empruntons le premier au drapeau blanc. Il est daté du 25 juillet 1823. Un arrondissement du Pas-de-Calais vient d'être le théâtre d'un événement peu ordinaire. Un homme étranger au département et nommé M. Madeleine avait relevé depuis quelques années, grâce à des procédés nouveaux, une ancienne industrie locale, la fabrication des jais et des verroteries noires. Il y avait fait sa fortune et, disons-le, celle de l'arrondissement. En reconnaissance de ses services, on l'avait nommé maire. La police a découvert que ce M. Madeleine n'était autre qu'un ancien forçat en rupture de ban, condamné en 1796 pour vol et nommé Jean Valjean. Jean Valjean a été réintégré au bagne. Il paraît qu'avant son arrestation, il avait réussi à retirer de chez M. Laffitte une somme de plus d'1 demi-million qu'il y avait placée, et qu'il avait du reste très légitimement, dit-on, gagné dans son commerce. On a pu savoir où Jean Valjean avait caché cette somme depuis sa rentrée au bagne de Toulon. Le deuxième article, un peu plus détaillé, est extrait du Journal de Paris. Même date. Un ancien forçat libéré nommé Jean Valjean vient de comparaître devant la cour d'assises du Var dans ces circonstances faites pour appeler l'attention. Ce scélérat était parvenu à tromper la vigilance de la police. Il avait changé de nom et avait réussi à se faire nommer maire d'une de nos petites villes du Nord. Il avait établi dans cette ville un commerce assez considérable. Il a été enfin démasqué et arrêté, grâce aux ailes infatigables du ministère public. Il avait pour concubine une fille publique qui est morte de saisissement au moment de son arrestation. Ce misérable, qui est doué d'une force herculéenne, avait toujours moyen de s'effader, mais 3 ou 4 jours après son évasion, la police mit de nouveau la main sur lui, à Paris même, au moment où il montait dans une de ces petites voitures qui font le trajet de la capitale au village de Montfermeil, Seine-et-Oise. On dit qu'il avait profité de l'intervalle de ces 3 ou 4 jours de liberté pour entrer en possession d'une somme considérable placée par lui chez un de nos principaux banquiers. On évalue cette somme à 600 ou 700 000 francs. À en croire l'acte d'accusation, il aurait enfoui en un lieu connu de lui seul, et l'on n'a pas pu le saisir. Quoi qu'il en soit, le nommé Jean Valjean vient d'être traduit aux assises du département du Var comme accusé d'un vol de grand chemin commis à main armée, il y a 8 ans environ, sur la personne d'un de ces honnêtes enfants qui, comme l'a dit le patriarche de Ferney en vers immortels, de Savoie arrive tous les ans et dont la main légèrement essuie ces longs canaux engorgés par la suie. Ce bandit a renoncé à se défendre. Il a été établi par l'habile et éloquent organe du ministère public que le vol a été commis de complicité et que Jean Valjean faisait partie d'une bande de voleurs dans le Midi. En conséquence, Jean Valjean, déclaré coupable, a été condamné à la peine de mort. Ce criminel avait refusé de se pourvoir en cassation. Le roi, dans son inépuisable clémence, a daigné commuer sa peine en celle de travaux forcés à perpétuité. Jean Valjean a été immédiatement dirigé sur le bagne de Toulon. On n'a pas oublié que Jean Valjean avait à Montreuil-sur-Mer des habitudes religieuses. Quelques journaux, entre autres le Constitutionnel, présentèrent cette commutation comme un triomphe du parti prêtre. Jean Valjean changea de chiffre au bagne. Il s'appela 9430. Du reste, disons-le pour n'y plus revenir. Avec M. Madeleine, la prospérité de Montreuil-sur-Mer disparut. Tout ce qu'il avait prévu dans sa nuit de fièvre et d'hésitation se réalisa. Lui de moins, ce fut en effet l'âme de moins. Après sa chute, il se fit à Montreuil-sur-Mer ce partage égoïste des grandes existences tombées, ce fatal dépaissement des choses florissantes qui s'accomplit tous les jours obscurément dans la communauté humaine et que l'histoire n'a remarqué qu'une fois
parce qu'il s'est fait après la mort d'Alexandre. Les lieutenants se couronnent rois, les contremaîtres s'improvisèrent fabricants, les rivalités envieuses surgirent, les vastes ateliers de M. Madeleine furent fermés, les bâtiments tombèrent en ruine, les ouvriers se dispersèrent, les uns quittèrent le pays, les autres quittèrent le métier. Tout se fit désormais en petit au lieu de se faire en grand, pour le lucre au lieu de se faire pour le bien. Plus de centre, la concurrence partout et l'acharnement. M. Madeleine dominait tout et dirigeait. Lui tombé, chacun tira à soi. L'esprit de lutte succéda à l'esprit d'organisation, l'âpreté à la cordialité, la haine de l'un contre l'autre à la bienveillance du fondateur pour tous. Les fils noués par M. Madeleine se brouillèrent et se rompirent. On falsifia les procédés, on avilit les produits, on tua la confiance. Les débouchés diminuèrent, moins de commandes, le salaire baissa, les ateliers chômèrent, la faillite vint. Et puis, plus rien pour les pauvres. Tout s'évanouit. L'État lui-même s'aperçut que quelqu'un avait été écrasé quelque part. Moins de 4 ans après l'arrêt de la cour d'assises, constatant au profit du bagne l'identité de M. Madeleine et de Jean Valjean, les frais de perception de l'impôt étaient doublés dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Et M. de Villèle en faisait l'observation à la Tribune au mois de février 1827. Chapitre 2, où on lira 2 vers qui sont peut-être du diable. Avant d'aller plus loin, il est à propos de raconter avec quelques détails un fait singulier qui se passa vers la même époque à Montfermeil et qui n'est peut-être pas sans coïncidence avec certaines conjectures du ministère public. Il y a dans le pays de Montfermeil une superstition très ancienne, d'autant plus curieuse et d'autant plus précieuse qu'une superstition populaire dans le voisinage de Paris est comme un aloès en Sibérie. Nous sommes de ceux qui respectent tout ce qui est à l'état de plantes rares. Voici donc la superstition de Montfermeil. On croit que le diable, à de temps immémorial, choisit la forêt pour y cacher ses trésors. Les bonnes femmes affirment qu'il n'est pas rare de rencontrer à la chute du jour, dans les endroits écartés du bois, un homme noir, ayant la mine d'un charretier ou d'un bûcheron, chaussé de sabots, vêtu d'un pantalon et d'un seau de toile, et reconnaissable en ce qu'au lieu de bonnet ou de chapeau, il a 2 immenses cornes sur la tête. Ceci doit le rendre reconnaissable en effet. Cet homme est habituellement occupé à creuser un trou. Il y a 3 manières de tirer parti de cette rencontre. La première, c'est d'aborder l'homme et de lui parler. Alors on s'aperçoit que cet homme est tout bonnement un paysan, qu'il paraît noir parce qu'on est au crépuscule, qu'il ne creuse pas le moindre trou, mais qu'il coupe de l'herbe pour ses vaches, et que ce qu'on avait pris pour des cornes n'est autre chose qu'une fourche à fumier qu'il porte sur son dos, et dont les dents, grâce à la perspective du soir, semblaient lui sortir de la tête. On rentre chez soi et l'on meurt dans la semaine. La seconde manière, c'est de l'observer, d'attendre qu'il ait creusé son trou, qu'il l'ait refermé et qu'il s'en soit allé, puis de courir bien vite à la fosse, de la rouvrir et d'y prendre le trésor que l'homme noir y a nécessairement déposé. En ce cas, on meurt dans le mois. Enfin, la troisième manière, c'est de ne point parler à l'homme noir, de ne point le regarder et de s'enfuir à toutes jambes. On meurt dans l'année. Comme les 3 manières ont leurs inconvénients, la seconde, qui offre du moins quelques avantages, entre autres celui de posséder un trésor, ne fût-ce qu'un mois, est la plus généralement adoptée. Les hommes hardis, que toutes les chances tentent, ont donc assez souvent, à ce qu'on assure, rouvert les trous creusés par l'homme noir et essayé de voler le diable. Il paraît que l'opération est médiocre. Du moins, s'il faut en croire à la tradition, et en particulier les 2 vers énigmatiques en latin barbare qu'a laissé sur ce sujet un mauvais moine normand, un peu sorcier, appelé Tryphon. Ce Tryphon est enterré à l'abbaye de Saint-Georges de Bocherville, près Rouen,
et il naît des crapauds sur sa tombe. On fait donc des efforts énormes. Ces fosses-là sont ordinairement très creuses. On sue, on fouille, on travaille toute une nuit, car c'est la nuit que cela se fait. On mouille sa chemise, on brûle sa chandelle, on ébrèche sa pioche, et lorsqu'on est arrivé enfin au fond du trou, lorsqu'on met la main sur le trésor, que trouve-t-on? Qu'est-ce que c'est que le trésor du diable? Un sou, parfois un écu, une pierre, un squelette, un cadavre saignant, quelquefois un spectre plié en quatre, comme une feuille de papier dans un portefeuille. Quelquefois rien. C'est ce que semblent annoncer aux curieux indiscrets les vers de Tryphon. Fodit, et in fossa thesauros, condit apaca. As, numos lapides, cadaver, simulacra nihilque. Il creuse et il cache dans la fosse obscure des trésors un sou, des pièces d'argent, des pierres, un cadavre, des spectres, et rien. Il paraît que de nos jours, on y trouve aussi tantôt une poire à poudre avec des balles, tantôt un vieux jeu de cartes Gara et roussi, qui a évidemment servi au diable. Tryphon n'enregistre point ces deux dernières retrouvailles, attendu que Tryphon vivait au XIIe siècle et qu'il ne semble point que le diable ait eu l'esprit d'inventer la poudre avant Roger Bacon et les cartes avant Charles VI. Du reste, si l'on joue avec ces cartes, on est sûr de perdre tout ce qu'on possède. Et quant à la poudre qui est dans la poire, elle a la propriété de vous faire éclater votre fusil à la figure. Or, fort peu de temps après l'époque où il sembla au ministère public que le forçat libéré Jean Valjean, pendant son évasion de quelques jours, avait rôdé autour de Montfermeil, on remarqua dans ce même village qu'un certain vieux cantonnier appelé Boulatruelle avait des allures dans le bois. On croyait savoir, dans ce pays, que ce Boulatruelle avait été au bagne. Il était soumis à de certaines surveillances de police, et comme il ne trouvait d'ouvrage nulle part, l'administration l'employait au rabais comme cantonnier sur le chemin de traverse, de Gagny à Lagny. Ce Boulatruelle était un homme vu de travers par les gens de l'endroit. Trop respectueux, trop humble, prompt à ôter son bonnet à tout le monde, tremblant et souriant devant les gendarmes, probablement affilié à des bandes, disait-on, suspect d'embuscade au coin des taillis à la nuit tombante. Il n'avait que cela pour lui qu'il était ivrogne. Voici ce qu'on croyait avoir remarqué. Depuis quelque temps, Boulatruelle quittait de fort bonne heure sa besogne d'empierrement et d'entretien de la route et s'en allait dans la forêt avec sa pioche. On le rencontrait vers le soir dans les clairières les plus désertes, dans les fourrés les plus sauvages, ayant l'air de chercher quelque chose, quelquefois creusant des trous. Les bonnes femmes qui passaient le prenaient d'abord pour Belzébuth, puis elles reconnaissaient Boulatruelle et n'étaient guère plus rassurées. Ces rencontres paraissaient contrarier vivement Boulatruelle. Il était visible qu'il cherchait à se cacher, et qu'il y avait un mystère dans ce qu'il faisait. On disait dans le village « C'est clair que le diable a fait quelques apparitions. Boulatruelle l'a vu et cherche. En fait, il est fichu pour empoigner le magot de Lucifer. » Les voltairiens ajoutaient « Serait-ce Boulatruelle qui attrapera le diable ou le diable qui attrapera Boulatruelle ?» Les vieilles femmes faisaient beaucoup de signes de croix. Cependant, les manèges de Boulatruelle dans le bois cessèrent, et il reprit régulièrement son travail de cantonnier. On parla d'autre chose. Quelques personnes, toutefois, étaient restées curieuses, pensant qu'il y avait probablement dans ceci, non point les fabuleux trésors de la légende, mais quelque bonne aubaine, plus sérieuse et plus palpable que les billets de banque du diable, et dont le cantonnier avait sans doute surpris à moitié le secret. Les plus intrigués étaient le maître d'école et le gargotier Thénardier, lequel était l'ami de tout le monde et n'avait point dédaigné de se lier avec Boulatruelle. « Il a été aux galères, » disait Thénardier. « Eh, mon Dieu, on ne sait ni qui y est, ni qui y sera. » Un soir, le maître d'école affirmait qu'autrefois la justice se serait enquise de ce que Boulatruelle allait faire dans le bois.
et qu'il aurait bien fallu qu'il parlât, et qu'on l'aurait mis à la torture au besoin, et que Boulatruelle n'aurait point résisté, par exemple, à la question de l'eau. Donnons-lui la question du vin, dit Thénardier. On se mit à 4, et l'on fit boire le vieux cantonnier. Boulatruelle but énormément, et parla peu. Il combina avec un art admirable et dans une proportion magistrale la soif du goinfre avec la discrétion d'un juge. Cependant, à force de revenir à la charge, et de rapprocher et de presser les quelques paroles obscures qui lui échappaient, voici ce que le Thénardier et le maître d'école crurent comprendre. Boulatruelle, un matin, en se rendant au point du jour à son ouvrage, aurait été surpris de voir dans un coin du bois sous une broussaille une pelle et une pioche, comme qui dirait cachée. Cependant, il aurait pensé que c'était probablement la pelle et la pioche du père Sifour, le porteur d'eau, et il n'y aurait plus songé. Mais le soir du même jour, il aurait vu sans pouvoir être vu lui-même, étant masqué par un gros arbre, se diriger de la route vers le plus épais du bois, un particulier qui n'était pas du tout du pays, et que lui, Boulatruelle, connaissait très bien. Traduction par Thénardier, un camarade du bagne. Boulatruelle s'était obstinément refusé à dire le nom. Ce particulier portait un paquet, quelque chose de carré, comme une grande boîte ou un petit coffre. Surprise de Boulatruelle. Ce ne serait pourtant qu'au bout de 7 ou 8 minutes que l'idée de suivre le particulier lui serait venue. Mais il était trop tard. Le particulier était déjà dans le fourré, la nuit s'était faite, et Boulatruelle n'avait pu le rejoindre. Alors il avait pris le parti d'observer la lisière du bois. Il faisait lune. 2 ou 3 heures après, Boulatruelle avait vu ressortir du taillis son particulier portant maintenant non plus le petit coffre mâle, mais une pioche et une pelle. Boulatruelle avait laissé passer le particulier et n'avait pas eu l'idée de l'aborder, parce qu'il s'était dit que l'autre était 3 fois plus fort que lui et armé d'une pioche, et l'assommerait probablement en le reconnaissant et en se voyant reconnu. Touchante effusion de 2 vieux camarades qui se retrouvent. Mais la pelle et la pioche avaient été un trait de lumière pour Boulatruelle. Il avait couru à la broussaille du matin et n'y avait plus trouvé ni pelle ni pioche. Il en avait conclu que son particulier entrait dans le bois, y avait creusé un trou avec la pioche, avait enfoui le coffre et avait refermé le trou avec la pelle. Or le coffre était trop petit pour contenir un cadavre. Donc il contenait de l'argent. De là, ses recherches. Boulatruelle avait exploré, sondé et fureté toute la forêt, et fouillé partout où la terre lui avait paru fraîchement remuée. En vain. Il n'avait rien déniché. Personne n'y pensa plus dans Montfermeil. Il eut seulement quelques braves commères qui dirent « Tenez pour certain que le cantonnier de Gagny n'a pas fait tout ce triquemaque pour rien. Il est sûr que le diable est venu. » Chapitre 3. Qu'il fallait que la chaîne de la manille eût subi un certain travail préparatoire pour être ainsi brisée d'un coup de marteau. Vers la fin d'octobre de cette même année 1823, les habitants de Toulon virent rentrer dans leur port, à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques avaries, le vaisseau l'Orion, qui a été plus tard employé à Brest comme vaisseau-école, et qui faisait alors partie de l'escadre de Méditerranée. Ce bâtiment, tout éclopé qu'il était, car la mer l'avait malmené, fit de l'effet en entrant dans la rade. Il portait je ne sais plus quel pavillon qui lui valut un salut réglementaire de 11 coups de canon, rendus par lui coup pour coup. Total 22. On a calculé qu'en salves politesses royales et militaires, échanges de tapage courtois, signaux d'étiquette, formalités de rade et de citadelle, levées et couchers de soleil salués tous les jours par toutes les forteresses et tous les navires de guerre, ouverture et fermeture de portes, etc., le monde civilisé, tiré à poudre par toute la terre, toutes les 24 heures,
150 000 coups de canon inutiles. À 6 francs le coup de canon, cela fait 900 000 francs par jour, 300 millions par an qui s'en vont en fumée. Ceci n'est qu'un détail. Pendant ce temps-là, les pauvres meurent de faim. L'année 1823 était ce que la Restauration a appelé l'époque de la guerre d'Espagne. Cette guerre contenait beaucoup d'événements dans un seul, et force singularité, une grosse affaire de famille pour la maison de Bourbon. La branche de France secourant et protégeant la branche de Madrid, c'est-à-dire faisant acte d'aînesse. Un retour apparent à nos traditions nationales compliquées de servitude et de sujétion au cabinet du Nord. Monsieur le duc d'Angoulême, surnommé par les feuilles libérales le héros d'Andujar, comprimant dans une attitude triomphale un peu contrariée par son air paisible, le vieux terrorisme fort réel du Saint-Office, aux prises avec le terrorisme chimérique des libéraux. Les sans-culottes, ressuscités au grand effroi des douairières sous le nom de descamisados. Le monarchisme faisant obstacle au progrès qualifié anarchie, les théories de 89 brusquement interrompues dans la sape, un holà européen intimé à l'idée française faisant son tour du monde, à côté du fils de France généralissime, le prince de Carignan, depuis Charles Albert, s'enrôla dans cette croisade des rois contre les peuples comme volontaire, avec des épaulettes de grenadier en laine rouge. Les soldats de l'Empire se remettant en campagne, mais après 8 années de repos vieillis, tristes et sous la cocarde blanche, le drapeau tricolore agité à l'étranger par une héroïque poignée de Français, comme le drapeau blanc l'avait été à Comblanz 30 ans auparavant. Les moines mêlés à nos troupiers, l'esprit de liberté et de nouveauté mis à la raison par les baïonnettes, les principes matés à coups de canon, la France défaisant par ses armes ce qu'elle avait fait par son esprit. Du reste, les chefs ennemis vendus, les soldats hésitants, les villes assiégées par des millions. Point de péril militaire et pourtant des explosions possibles, comme dans toute mine surprise et envahie. Peu de sang versé, peu d'honneur conquis, de la honte pour quelques-uns, de la gloire pour personne. Telle fut cette guerre, faite par des princes qui descendaient de Louis XIV et conduite par des généraux qui sortaient de Napoléon. Elle eut ce triste sort de ne rappeler ni la Grande Guerre, ni la grande politique. Quelques faits d'armes furent sérieux. La prise du Trocadéro, entre autres, fut une belle action militaire. Mais en somme, nous le répétons, les trompettes de cette guerre rendent un son fêlé. L'ensemble fut suspect. L'histoire approuve la France dans sa difficulté d'acceptation de ce faux triomphe. Il parut évident que certains officiers espagnols, chargés de la résistance, cédèrent trop aisément. L'idée de corruption se dégagea de la victoire. Il sembla qu'on avait plutôt gagné les généraux que les batailles, et le soldat vainqueur rentra humilié. Guerre diminuante en effet, où l'on put lire Banque de France dans les plis du drapeau. Des soldats de la guerre de 1808, sur lesquels s'était formidablement écroulé Saragosse, fronçaient le sourcil en 1823 devant l'ouverture facile des citadelles et se prenaient à regretter Palafox. C'est l'humeur de la France d'aimer encore mieux avoir devant elle Rostropochine que Ballesteros. À un point de vue plus grave encore, et sur lequel il convient d'insister aussi, cette guerre, qui froissait en France l'esprit militaire, indignait l'esprit démocratique. C'était une entreprise d'asservissement. Dans cette campagne, le but du soldat français, fils de la démocratie, était la conquête d'un joug pour autrui. Contresens hideux. La France est faite pour réveiller l'âme des peuples, non pour l'étouffer. Depuis 1792, toutes les révolutions de l'Europe sont la Révolution française. La liberté rayonne de France. C'est là un fait solaire. Aveugle qui ne le voit pas. C'est Bonaparte qui l'a dit. La guerre de 1823, attentat à la généreuse nation espagnole, était donc en même temps un attentat à la Révolution française. Cette voie de fait monstrueuse,
c'était la France qui la commettait, de force, car en dehors des guerres libératrices, tout ce que font les armées, elles le font de force. Le mot obéissance passive l'indique. Une armée est un étrange chef-d'œuvre de combinaison où la force résulte d'une somme énorme d'impuissance. Ainsi s'explique la guerre faite par l'humanité contre l'humanité malgré l'humanité. Quant aux Bourbons, la guerre de 1823 leur fut fatale. Ils la prirent pour un succès. Ils ne virent point quel danger il y a à faire tuer une idée par une consigne. Ils se méprirent dans leur naïveté au point d'introduire, dans leur établissement comme élément de force, l'immense affaiblissement d'un crime. L'esprit du guet-apens entra dans leur politique. 1830 germa dans 1823. La campagne d'Espagne devint dans leur conseil un argument pour les coups de force et pour les aventures de droit divin. La France, ayant rétabli El Rey Neto en Espagne, pouvait bien rétablir le roi absolu chez elle. Ils tombèrent dans cette redoutable erreur de prendre l'obéissance du soldat pour le consentement de la nation. Cette confiance-là perd les trônes. Il ne faut s'endormir ni à l'ombre d'un mancenillier, ni à l'ombre d'une armée. Revenons au navire l'Orion. Pendant les opérations de l'armée commandée par le prince généralissime, une escadre croisait dans la Méditerranée. Nous venons de dire que l'Orion était de cette escadre et qu'il fut ramené par des événements de mer dans le port de Toulon. La présence d'un vaisseau de guerre dans un port a je ne sais quoi qui appelle et qui occupe la foule. C'est que cela est grand et que la foule aime ce qui est grand. Le vaisseau de ligne est une des plus magnifiques rencontres qu'est le génie de l'homme avec la puissance de la nature. Un vaisseau de ligne est composé à la fois de ce qu'il y a de plus lourd et de ce qu'il y a de plus léger, parce qu'il a affaire en même temps aux trois formes de la substance, au solide, au liquide, au fluide, et qu'il doit lutter contre toutes les trois. Il a 11 griffes de fer pour saisir le granit au fond de la mer, et plus d'ailes et plus d'antennes que la bigaille pour prendre le vent dans les nuées. Son haleine sort par 120 canons comme par des clairons énormes et répond fièrement à la foudre. L'océan cherche à l'égarer dans l'effrayante similitude de ses vagues, mais le vaisseau a son âme, sa boussole, qui le conseille et lui montre toujours le nord. Dans les nuits froides, ses fanaux suppléent aux étoiles. Ainsi, contre le vent, il a la corde et la toile, contre l'eau, le bois, contre le rocher, le fer, le cuivre et le plomb, contre l'ombre, la lumière, contre l'immensité, une aiguille. Si l'on veut se faire une idée de toutes ces proportions gigantesques, dont l'ensemble constitue le vaisseau de ligne, on n'a qu'à entrer sous une des cales couvertes à 6 étages des ports de Brest ou de Toulon. Les vaisseaux en construction sont là, sous cloche, pour ainsi dire. Cette poutre colossale, c'est une vergue. Cette grosse colonne de bois couchée à terre, à perte de vue, c'est le grand mât. À le prendre de sa racine dans la cale, à sa cime dans la nuée, il est long de 60 toises, et il a 3 pieds de diamètre à sa base. Le grand mât anglais s'élève à 217 pieds au-dessus de la ligne de flottaison. La marine de nos pères employait des câbles. La nôtre emploie des chaînes. Le simple tas de chaînes d'un vaisseau de 100 canons, à 4 pieds de haut, 20 pieds de large, 8 pieds de profondeur. Et pour faire ce vaisseau, combien faut-il de bois? 3000 stères, c'est une forêt qui flotte. Et encore, qu'on le remarque bien, il ne s'agit ici que du bâtiment militaire d'il y a 40 ans, du simple navire à voile. La vapeur, alors dans l'enfance, a depuis ajouté de nouveaux miracles à ce prodige qu'on appelle le vaisseau de guerre, à l'heure qu'il est, par exemple,
Le navire mixte à hélice est une machine surprenante, traînée par une voilure de 3000 mètres carrés de surface et par une chaudière de la force de 2500 chevaux. Sans parler de ces merveilles nouvelles. L'ancien navire de Christophe Colomb et de Ruyter est un des grands chefs-d'œuvre de l'homme. Il est inépuisable en force comme l'infini en souffle. Il emmagasine le vent dans sa voile, il est précis dans l'immense diffusion des vagues, il flotte et il règne. Il vient une heure pourtant où la rafale brise comme une paille cette vergue de 60 pieds de long, où le vent ploie comme un jonc ce mât de 400 pieds de haut, où cette ancre qui pèse 10 milliers se tord dans la gueule de la vague comme l'hameçon d'un pêcheur dans la mâchoire d'un brochet, où ces canons monstrueux poussent des rugissements plaintifs et inutiles que l'ouragan emporte dans le vide et dans la nuit, où toute cette puissance et toute cette majesté s'abîment dans une puissance et dans une majesté supérieures. Toutes les fois qu'une force immense se déploie pour aboutir à une immense faiblesse, cela fait rêver les hommes. De là, dans les ports, les curieux qui abondent, sans qu'ils s'expliquent eux-mêmes parfaitement pourquoi, autour de ces merveilleuses machines de guerre et de navigation. Tous les jours, donc, du matin au soir, les quais, les musoirs et les jetées du port de Toulon étaient couverts d'une quantité d'oisifs et de badauds, comme on dit à Paris, ayant pour affaire de regarder l'Orion. L'Orion était un navire malade depuis longtemps. Dans ses navigations antérieures, des couches épaisses de coquillages s'étaient amoncelées sur sa carène, au point de lui faire perdre la moitié de sa marche. On l'avait mis à sec l'année précédente pour gratter ces coquillages, puis il avait repris la mer. Mais ce grattage avait altéré les boulonnages de la carène. À la hauteur des baléares, le bordé s'était fatigué et ouvert, et comme le vaigrage ne se faisait pas alors en tôle, le navire avait fait de l'eau. Un violent coup d'équinoxe était survenu, qui avait défoncé à bâbord la poulaine et un sabord, et endommagé le porte-aubin de misaine. À la suite de ces avaries, l'Orion avait regagné Toulon. Il était mouillé près de l'arsenal. Il était en armement et on le réparait. La coque n'avait pas été endommagée à tribord, mais quelques bordages y étaient décloués çà et là, selon l'usage, pour laisser pénétrer de l'air dans la carcasse. Un matin, la foule qui le contemplait fut témoin d'un accident. L'équipage était occupé à enverguer les voiles. Le gabier chargé de prendre l'empointure du grand hunier tribord perdit l'équilibre. On le vit chanceler, la multitude amassée sur le quai de l'Arsenal jeta un cri, la tête emporta le corps, l'homme tourna autour de la vergue, les mains étendues vers l'abîme. Il saisit au passage le faux marchepied d'une main d'abord, puis de l'autre, et il y resta suspendu. La mer était au-dessous de lui à une profondeur vertigineuse. La secousse de sa chute avait imprimé au faux marchepied un violent mouvement d'escarpolette. L'homme allait et venait au bout de cette corde comme la pierre d'une fronde. Aller à son secours, c'était courir un risque effrayant. Aucun des matelots, tous pêcheurs de la côte nouvellement levée pour le service, n'osait s'y aventurer. Cependant, le malheureux gabier se fatiguait. On ne pouvait voir son angoisse sur son visage, mais on distinguait dans tous ses membres son épuisement. Ses bras se tendaient dans un tiraillement horrible. Chaque effort qu'il faisait pour remonter ne servait qu'à augmenter les oscillations du faux marchepied. Il ne criait pas de peur de perdre de la force. On n'attendait plus que la minute où il lâcherait la corde, et par instants toutes les têtes se détournaient afin de ne pas le voir passer. Il y a des moments où un bout de corde, une perche, une branche d'arbre, c'est la vie même, et c'est une chose affreuse de voir un être vivant s'en détacher et tomber comme un fruit mûr. Tout à coup, on aperçut un homme qui grimpait dans le gréement avec l'agilité d'un chat-tigre. Cet homme était vêtu de rouge, c'était un forçat. Il avait un bonnet vert, c'était un forçat à vie. Arrivé à la hauteur de la hune, un coup de vent emporta son bonnet et laissa voir une tête toute blanche. Ce n'était pas un jeune homme. Un forçat, en effet, employé à bord avec une corvée du bagne,
avait dès le premier moment couru à l'officier de quart et au milieu du trouble et de l'hésitation de l'équipage, pendant que tous les matelots tremblaient et reculaient, il avait demandé à l'officier la permission de risquer sa vie pour sauver le gabier. Sur un signe affirmatif de l'officier, il avait rompu d'un coup de marteau la chaîne rivée à la manille de son pied, puis il avait pris une corde, et il s'était élancé dans les haubans. Personne ne remarqua en cet instant-là avec quelle facilité cette chaîne fut brisée. Ce ne fut que plus tard qu'on s'en souvint. En un clin d'œil, il fut sur la vergue. Il s'arrêta quelques secondes et parut la mesurer du regard. Ces secondes, pendant lesquelles le vent balançait le gabier à l'extrémité d'un fil, semblèrent des siècles à ceux qui regardaient. Enfin, le forçat leva les yeux au ciel et fit un pas en avant. La foule respira. On le vit parcourir la vergue en courant. Parvenu à la pointe, il y attacha un bout de la corde qu'il avait apportée et laissa pendre l'autre bout. Puis il se mit à descendre avec les mains le long de cette corde. Et alors, ce fut une inexprimable angoisse. Au lieu d'un homme suspendu sur le gouffre, on en vit deux. On eût dit une araignée venant saisir une mouche. Seulement ici, l'araignée apportait la vie et non la mort. 10 000 regards étaient fixés sur ce groupe. Pas un cri, pas une parole. Le même frémissement fronçait tous les sourcils. Toutes les bouches retenaient leur haleine, comme si elles eussent craint d'ajouter le moindre souffle au vent qui secouait les deux misérables. Cependant, le forçat était parvenu à s'affaler près du matelot. Il était temps, une minute de plus, l'homme épuisé et désespéré se laissait tomber dans l'abîme. Le forçat l'avait amarré solidement avec la corde à laquelle il se tenait d'une main pendant qu'il travaillait de l'autre. Enfin, on le vit remonter sur la vergue et y haler le matelot. Il le soutint là un instant pour lui laisser reprendre des forces. Puis il le saisit dans ses bras et le porta, en marchant sur la vergue jusqu'au chouquet, et de là dans la hune, où il le laissa dans les mains de ses camarades. À cet instant, la foule applaudit. Il y eut de vieux argousins de chiourmes qui pleurèrent. Les femmes s'embrassaient sur le quai, et l'on entendit toutes les voix crier avec une sorte de fureur attendrie « La grâce de cet homme !» Lui, cependant, s'était mis en devoir de redescendre immédiatement pour rejoindre sa corvée. Pour être plus promptement arrivé, il se laissa glisser dans le gréement et se mit à courir sur une basse vergue. Tous les yeux le suivaient. À un certain moment, on eut peur. Soit qu'il fût fatigué, soit que la tête lui tourna. On crut le voir hésiter et chanceler. Tout à coup, la foule poussa un grand cri. Le forçat venait de tomber à la mer. La chute était périlleuse. La frégate, l'Algésiras, était mouillée auprès de l'Orion, et le pauvre galérien était tombé entre les deux navires. Il était à craindre qu'il ne glissât sous l'un ou sous l'autre. 4 hommes se jetèrent en hâte dans une embarcation. La foule les encourageait, l'anxiété était de nouveau dans toutes les âmes. L'homme n'était pas remonté à la surface. Il avait disparu dans la mer sans y faire un pli, comme s'il fût tombé dans une tonne d'huile. On sonda, on plongea, ce fut en vain. On chercha jusqu'au soir. On ne retrouva pas même le corps. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ces quelques lignes. 17 novembre 1823. Hier, un forçat de corvée à bord de l'Orion, en revenant de porter secours à un matelot, est tombé à la mer et s'est noyé. On a pu retrouver son cadavre, on présume qu'il se sera engagé sous les pilotis de la pointe de l'Arsenal. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Livre 3e. Accomplissement de la promesse faite à la morte. Chapitre 1. La question de l'eau à Montfermeil. Montfermeil est situé entre Livry et Chelles, sur la lisière méridionale de ce haut plateau qui sépare l'Ourcq de la Marne. Aujourd'hui, c'est un assez gros bourg orné toute l'année de villas en plâtre et le dimanche de bourgeois épanouis. En 1823, il n'y avait à Montfermeil ni tant de maisons blanches, ni tant de bourgeois satisfaits. Ce n'était qu'un village dans les bois. On y rencontrait bien çà et là quelques maisons de plaisance du dernier siècle,
reconnaissables à leur grand air, à leurs balcons en fer tordu, et à ces longues fenêtres dont les petits carreaux font sur le blanc des volets fermés toutes sortes de verres différents. Mais Montfermeil n'en était pas moins un village. Les marchands de draps retirés et les agréés en villégiature ne l'avaient pas encore découvert. C'était un endroit paisible et charmant, qui n'était sur la route de rien. On y vivait à bon marché de cette vie paysanne si abondante et si facile. Seulement l'eau y était rare à cause de l'élévation du plateau. Il fallait aller la chercher assez loin. Le bout du village, qui est du côté de Gagny, puisait son eau aux magnifiques étangs qu'il y a là dans le bois. L'autre bout, qui entoure l'église et qui est du côté de Chelles, ne trouvait d'eau potable qu'à une petite source à mi-côte, près de la route de Chelles, à environ un quart d'heure de Montfermeil. C'était donc une assez rude besogne pour chaque ménage que cet approvisionnement de l'eau. Les grosses maisons, l'aristocratie, la gargote Thénardier en faisait partie, payait 1 liard par seau d'eau à un bonhomme dont c'était l'État, et qui gagnait à cette entreprise des eaux de Montfermeil environ 8 sous par jour. Mais ce bonhomme ne travaillait que jusqu'à 7 heures du soir l'été et jusqu'à 5 heures l'hiver, et une fois la nuit venue, une fois les volets des rez-de-chaussée clos, qui n'avaient pas d'eau à boire, en allait chercher ou s'en passer. C'était là la terreur de ce pauvre être que le lecteur n'a peut-être pas oublié, de la petite Cosette. On se souvient que Cosette était utile aux Thénardier de 2 manières. Il se faisait payer par la mère et il se faisait servir par l'enfant. Aussi, quand la mère cessa tout à fait de payer, on vient de lire pourquoi dans les chapitres précédents, les Thénardier gardèrent Cosette. Elle leur remplaçait une servante. En cette qualité, c'était elle qui courait chercher de l'eau quand il en fallait. Aussi l'enfant, fort épouvanté de l'idée d'aller à la source la nuit, avait-elle grand soin que l'eau ne manquât jamais à la maison. La Noël de l'année 1823 fut particulièrement brillante à Montfermeil. Le commencement de l'hiver avait été doux. Il n'avait encore ni gelé ni neigé. Des bateleurs venus de Paris avaient obtenu de monsieur le maire la permission de dresser leur baraque dans la grande rue du village. Et une bande de marchands ambulants avait, sous la même tolérance, construit ses échoppes sur la place de l'église et jusque dans la ruelle du boulanger, où était située, on s'en souvient peut-être, la gargote des Thénardier. Cela emplissait les auberges et les cabarets, et donnait à ce petit pays tranquille une vie bruyante et joyeuse. Nous devons même dire, pour être fidèle historien, que parmi les curiosités étalées sur la place, il y avait une ménagerie dans laquelle d'affreux paillasses, vêtus de loques et venus on ne sait d'où, montraient en 1823 aux paysans de Montfermeil un de ces effrayants vautours du Brésil que notre Muséum royal ne possède que depuis 1845. Et qui ont pour œil une cocarde tricolore. Les naturalistes appellent, je crois, cet oiseau Caracara polyborus. Il est de l'ordre des apicides et de la famille des vautouriens. Quelques bons vieux soldats bonapartistes retirés dans le village allaient voir cette bête avec dévotion. Les bateleurs donnaient la cocarde tricolore comme un phénomène unique et fait exprès par le bon Dieu pour leur ménagerie. Dans la soirée même de Noël, plusieurs hommes, rouliers et colporteurs, étaient attablés et buvaient autour de 4 ou 5 chandelles dans la salle basse de l'auberge Thénardier. Cette salle ressemblait à toutes les salles de cabaret, des tables, des brocs, des thym, des bouteilles, des buveurs, des fumeurs. Peu de lumière, beaucoup de bruit. La date de l'année 1823 était pourtant indiquée par les 2 objets à la mode alors dans la classe bourgeoise qui étaient sur une table, savoir un kaléidoscope et une lampe de fer-blanc moirée. La Thénardier surveillait le souper qui rôtissait devant un bon feu clair. Le mari Thénardier buvait avec ses hôtes et parlait politique. Outre les causeries politiques qui avaient pour objets principaux la guerre d'Espagne et monsieur le duc d'Angoulême, on entendait dans le brouhaha des parenthèses toutes locales comme celle-ci.
Du côté de Nanterre et de Suresnes, le vin a beaucoup donné. Où l'on comptait sur 10 pièces, on en a eu 12. Cela a beaucoup juté sous le pressoir. Mais le raisin ne devait pas être mûr. Dans ces pays-là, il ne faut pas qu'on vendange mûr. Si l'on vendange mûr, le vin tourne au gras sitôt le printemps. C'est donc tout petit vin. C'est des vins encore plus petits que par ici. Il faut qu'on vendange vert, etc. Ou bien c'était un meunier qui s'écriait: Est-ce que nous sommes responsables de ce qu'il y a dans les sacs? Nous y trouvons un tas de petites graines que nous ne pouvons pas nous amuser à éplucher, et qu'il faut bien laisser passer sous les meules. C'est l'ivrée, c'est la luzette, la nielle, la vesque, le chènevis, la gaverolle, la queue de renard et une foule d'autres drogues, sans compter les cailloux qui abondent dans de certains blés, surtout dans les blés bretons. Je n'ai pas l'amour de moudre du blé breton, pas plus que les sieurs de long de scier des poutres où il y a des clous. Jugez de la mauvaise poussière que tout cela fait dans le rendement. Après quoi, on se plaint de la farine. On a tort, la farine n'est pas notre faute. Dans un entre-deux de fenêtres, un faucheur, attablé avec un propriétaire qui faisait prix pour un travail de prairie à faire au printemps, disait: Il n'y a point de mal que l'herbe soit mouillée, elle se coupe mieux. La roussée est bonne, monsieur. C'est égal, cette herbe-là, votre herbe, est jeune et bien difficile encore. Que voilà qui est si tendre, que voilà qui plie devant la planche de fer, etc. Cosette était à sa place ordinaire, assise sur la traverse de la table de cuisine près de la cheminée. Elle était en haillons. Elle avait ses pieds nus dans des sabots, et elle tricotait à la lueur du feu des bas de laine destinés au petit Thénardier. Un tout jeune chat jouait sous les chaises. On entendait rire et jaser dans une pièce voisine 2 fraîches voix d'enfants. C'étaient Éponine et Azelma. Au coin de la cheminée, un martinet était suspendu à un clou. Par intervalles, le cri d'un très jeune enfant qui était quelque part dans la maison perçait au milieu du bruit du cabaret. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents, sans savoir pourquoi, disait-elle, effet du froid, et qui était âgé d'un peu plus de 3 ans. La mère l'avait nourri, mais ne l'aimait pas. Quand la clameur acharnée du mioche devenait trop importune, « Ton fils piaille, » disait Thénardier. « Va donc voir ce qu'il veut. »« Bah !» répondait la mère, « il m'ennuie. » Et le petit, abandonné, continuait de crier dans les ténèbres. Chapitre 2. 2 portraits complétés. On n'a encore aperçu dans ce livre les Thénardier que de profil. Le moment est venu de tourner autour de ce couple et de le regarder sous toutes ses faces. Thénardier venait de dépasser ses 50 ans. Madame Thénardier touchait à la quarantaine, qui est la cinquantaine de la femme, de façon qu'il y avait équilibre d'âge entre la femme et le mari. Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition, conservé quelques souvenirs de cette Thénardier grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile. Elle tenait, nous l'avons dit, de la race de ces sauvagesses colosses qui se cambrent dans les foires avec des pavés pendus à leur chevelure. Elle faisait tout dans le logis, les lits, les chambres, la lessive, la cuisine, la pluie, le beau temps, le diable. Elle avait, pour tout domestique, Cosette, une souris au service d'un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles et les gens. Son large visage, criblé de taches de rousseur, avait l'aspect d'une écumoire. Elle avait de la barbe. C'était l'idéal d'un fort de la halle habillé en fille. Elle jurait splendidement. Elle se vantait de casser une noix d'un coup de poing. Sans les romans qu'elle avait lus, et qui par moments faisaient bizarrement reparaître la mijaurée sous l'ogresse, jamais l'idée ne fut venue à personne de dire d'elle « c'est une femme ». Cette Thénardier était comme le produit de la greffe d'une donzelle sur une poissarde. Quand on l'entendait parler, on disait « c'est un gendarme ». Quand on la regardait boire, on disait « c'est un charretier ». Quand on la voyait manier Cosette, on disait « c'est le bourreau ». Au repos, il lui sortait de la bouche une dent. Le Thénardier était un homme petit, maigre, blême, anguleux, osseux, chétif.
qui avait l'air malade, et qui se portait à merveille. Sa fourberie commençait là. Il souriait habituellement par précaution, et était poli à peu près avec tout le monde, même avec le mendiant auquel il refusait un liard. Il avait le regard d'une fouine et la mine d'un homme de lettres. Il ressemblait beaucoup au portrait de l'abbé Delille. Sa coquetterie consistait à boire avec les rouliers. Personne n'avait jamais pu le griser. Il fumait dans une grosse pipe, il portait une blouse et sous sa blouse un vieil habit noir. Il avait des prétentions à la littérature et au matérialisme. Il y avait des noms qu'il prononçait souvent pour appuyer les choses quelconques qu'il disait, Voltaire, Raynal, Parny, et chose bizarre, Saint-Augustin. Il affirmait avoir un système, du reste fort escroc, un philosophe. Cette nuance existe. On se souvient qu'il prétendait avoir servi. Il comptait avec quelque luxe qu'à Waterloo, étant sergent dans un 6e ou un 9e léger quelconque, il avait seul, contre un escadron de hussards de la mort, couvert de son corps et sauvé à travers la mitraille, un général dangereusement blessé. De là venait pour son mur sa flamboyante enseigne, et pour son auberge dans le pays le nom de cabaret du sergent de Waterloo. Il était libéral, classique et bonapartiste. Il avait souscrit pour le champ d'asile. On disait dans le village qu'il avait étudié pour être prêtre. Nous croyons qu'il avait simplement étudié en Hollande pour être aubergiste. Ce gredin de l'ordre composite était, selon les probabilités, quelque Flamand de Lille en Flandre, Français à Paris, Belge à Bruxelles, commodément à cheval sur 2 frontières. Sa prouesse à Waterloo, on la connaît. Comme on voit, il l'exagérait un peu. Le flux et le reflux, le méandre, l'aventure étaient l'élément de son existence. Conscience déchirée entraîne vie décousue. Et vraisemblablement, à l'orageuse époque du 18 juin 1815, Thénardier appartenait à cette variété de cantiniers maraudeurs dont nous avons parlé, battant l'estrade, vendant à ceux-ci, volant ceux-là, et roulant en famille, hommes, femmes et enfants, dans quelques carrioles boiteuses, à la suite des troupes en marche, avec l'instinct de se rattacher toujours à l'armée victorieuse. Cette campagne faite, ayant, comme il disait, du quibus, il était venu ouvrir gargote à Montfermeil. Ce quibus, composé des bourses et des montres, des bagues d'or et des croix d'argent récoltées au temps de la moisson, dans les sillons ensemencés de cadavres, ne faisait pas un gros total et n'avait pas mené bien loin ce vivandier passé gargotier. Thénardier avait ce je ne sais quoi de rectiligne dans le geste, qui, avec un juron, rappelle la caserne, et avec un signe de croix, le séminaire. Il était beau parleur. Il se laissait croire savant. Néanmoins, le maître d'école avait remarqué qu'il faisait des cuirs. Il composait la carte à payer des voyageurs avec supériorité, mais des yeux exercés y trouvaient parfois des fautes d'orthographe. Thénardier était sournois, gourmand, flâneur et habile. Il ne dédaignait pas ses servantes, ce qui faisait que sa femme n'en avait plus. Cette géante était jalouse. Il lui semblait que ce petit homme maigre et jaune devait être l'objet de la convoitise universelle. Thénardier, par-dessus tout, homme d'astuce et d'équilibre, était un coquin du genre tempéré. Cette espèce est la pire. L'hypocrisie s'y mêle. Ce n'est pas que Thénardier ne fût dans l'occasion capable de colère, au moins autant que sa femme, mais cela était très rare, et dans ces moments-là, comme il en voulait au genre humain tout entier, comme il en avait en lui une profonde fournaise de haine, comme il était de ces gens qui se vengent perpétuellement, qui accusent tout ce qui passe devant eux de tout ce qui est tombé sur eux, et qui sont toujours prêts à jeter sur le premier venu, comme légitime grief, le total des déceptions, des banqueroutes et des calamités de leur vie, comme tout ce levain se soulevait en lui et lui bouillonnait dans la bouche et dans les yeux, il était épouvantable.
Malheur à qui passait sous sa fureur alors. Outre toutes ses autres qualités, Thénardier était attentif et pénétrant, silencieux ou bavard à l'occasion, et toujours avec une haute intelligence. Il avait quelque chose du regard des marins accoutumés à cligner des yeux dans les lunettes d'approche. Thénardier était un homme d'État. Tout nouveau venu qui entrait dans la gargote disait en voyant la Thénardier: voilà le maître de la maison. Erreur. Elle n'était même pas la maîtresse. Le maître et la maîtresse, c'était le mari. Elle le faisait, il créait. Il dirigeait tout par une sorte d'action magnétique invisible et continuelle. Un mot lui suffisait, quelquefois un signe. Le mastodonte obéissait. Le Thénardier était pour la Thénardier, sans qu'elle s'en rendît trop compte, une espèce d'être particulier et souverain. Elle avait les vertus de sa façon d'être. Jamais eût-elle été en dissentiment sur un détail avec Monsieur Thénardier. Hypothèse du reste inadmissible, elle n'eût donné publiquement tort à son mari sur quoi que ce soit. Jamais elle n'eût commis, devant des étrangers, cette faute que font si souvent les femmes et qu'on appelle en langage parlementaire découvrir la couronne. Quoique leur accord n'eût pour résultat que le mal, il y avait de la contemplation dans la soumission de la Thénardier à son mari. Cette montagne de bruit et de chair se mouvait sous le petit doigt de ce despote frêle. C'était vu par son côté nain et grotesque, cette grande chose universelle, l'adoration de la matière pour l'esprit. Car de certaines laideurs ont leur raison d'être dans les profondeurs mêmes de la beauté éternelle. Il y avait de l'inconnu dans Thénardier. De là l'empire absolu de cet homme sur cette femme. À de certains moments, elle le voyait comme une chandelle allumée. Dans d'autres, elle le sentait comme une griffe. Cette femme était une créature formidable, qui n'aimait que ses enfants, et ne craignait que son mari. Elle était mère parce qu'elle était mammifère. Du reste, sa maternité s'arrêtait à ses filles, et comme on le verra, ne s'étendait pas jusqu'aux garçons. Lui, l'homme, n'avait qu'une pensée: s'enrichir. Il n'y réussissait point. Un digne théâtre manquait à ce grand talent. Thénardier, à Montfermeil, se ruinait. Si la ruine est possible à zéro. En Suisse ou dans les Pyrénées, ce sans le sou serait devenu millionnaire. Mais où le sort attache l'aubergiste, il faut qu'il broute. On comprend que le mot aubergiste est employé ici dans un sens restreint, et qui ne s'étend pas à une classe entière. En cette même année 1823, Thénardier était endetté d'environ 1500 francs de dette criarde, ce qui le rendait soucieux. Quelle que fût envers lui l'injustice opiniâtre de la destinée, le Thénardier était un des hommes qui comprenaient le mieux, avec le plus de profondeur et de la façon la plus moderne, cette chose qui est une vertu chez les peuples barbares et une marchandise chez les peuples civilisés, l'hospitalité. Du reste braconnier admirable et cité pour son coup de fusil, il avait un certain rire froid et paisible qui était particulièrement dangereux. Ces théories d'aubergiste jaillissaient quelquefois de lui par éclairs. Il avait des aphorismes professionnels qu'il insérait dans l'esprit de sa femme. « Le devoir de l'aubergiste, lui disait-il un jour violemment et à voix basse, c'est de vendre au premier venu un fricot, du repos, de la lumière, du feu, des draps sales, de la bonne, des puces, du sourire. D'arrêter les passants, de vider les petites bourses et d'alléger honnêtement les grosses. D'abriter avec respect les familles en route, de râper l'homme, de plumer la femme, d'éplucher l'enfant, de coter la fenêtre ouverte, la fenêtre fermée, le coin de la cheminée, le fauteuil, la chaise, le tabouret, l'escabeau, le lit de plumes, le matelas et la botte de paille. De savoir de combien l'ombre use le miroir et de tarifer cela. Et par les 500 000 diables, de faire tout payer aux voyageurs, jusqu'aux mouches que son chien mange. » Cet homme et cette femme, c'étaient ruse et rage mariés ensemble, attelage hideux et terrible. Pendant que le mari ruminait et combinait, la Thénardier, elle,
ne pensait pas aux créanciers absents, n'avait souci d'hier ni de demain, et vivait avec emportement, toute dans la minute. Tels étaient ces deux êtres. Cosette était entre eux, subissant leur double pression, comme une créature qui serait à la fois broyée par une meule et déchiquetée par une tenaille. L'homme et la femme avaient chacun une manière différente. Cosette était rouée de coups, cela venait de la femme. Elle allait pieds nus l'hiver, cela venait du mari. Cosette montait, descendait, lavait, brossait, frottait, balayait, courait, trimait, haletait, remuait des choses lourdes, et toute chétive, faisait les grosses besognes. Nulle pitié, une maîtresse farouche, un maître venimeux. La gargote Thénardier était comme une toile où Cosette était prise et tremblait. L'idéal de l'oppression était réalisé par cette domesticité sinistre. C'était quelque chose comme la mouche servante des araignées. La pauvre enfant, passive, se taisait. Quand elles se trouvent ainsi des lobes, toutes petites, toutes nues parmi les hommes, que se passe-t-il dans ces âmes qui viennent de quitter Dieu? Chapitre 3. Il faut du vin aux hommes et de l'eau aux chevaux. Il est arrivé 4 nouveaux voyageurs. Cosette songeait tristement, car quoiqu'elle n'eût que 8 ans, elle avait déjà tant souffert qu'elle rêvait avec l'air lugubre d'une vieille femme. Elle avait la paupière noire d'un coup de poing que la Thénardier lui avait donné, ce qui faisait dire de temps en temps à la Thénardier « Est-elle laide avec son pochon sur l'œil ?» Cosette pensait donc qu'il était nuit, très nuit, qu'il avait fallu remplir à l'improviste les pots et les carafes dans les chambres des voyageurs survenus, et qu'il n'y avait plus d'eau dans la fontaine. Ce qui la rassurait un peu, c'est qu'on ne buvait pas beaucoup d'eau dans la maison Thénardier. Il ne manquait pas là de gens qui avaient soif, mais c'était de cette soif qui s'adresse plus volontiers au broc qu'à la cruche. Qui eût demandé un verre d'eau parmi ces verres de vin eût semblé un sauvage à tous ces hommes. Il y eut pourtant un moment où l'enfant trembla. La Thénardier souleva le couvercle d'une casserole qui bouillait sur le feu, puis saisit un verre et s'approcha vivement de la fontaine. Elle tourna le robinet, l'enfant avait levé la tête et suivait tous ses mouvements. Un maigre filet d'eau coula du robinet et remplit le verre à moitié. « Tiens, dit-elle, il n'y a plus d'eau. » Puis elle eut un moment de silence. L'enfant ne respirait plus. « Bah, reprit la Thénardier en examinant le verre à demi plein, il y en a assez comme ça. » Cosette se remit à son travail, mais pendant plus d'un quart d'heure, elle sentit son cœur sauter comme un gros flocon dans sa poitrine. Elle comptait les minutes qui s'écoulaient ainsi et eût bien voulu être au lendemain matin. De temps en temps, un des buveurs regardait dans la rue et s'exclamait « Il fait noir comme dans un four !» ou « Il faut être chat pour aller dans la rue sans lanterne à cette heure-ci !» Et Cosette tressaillait. Tout à coup, un des marchands colporteurs logés dans l'auberge entra et dit d'une voix dure « On n'a pas donné à boire à mon cheval. »« Si fait, vraiment, » dit la Thénardier. « Je vous dis que non, mère, » reprit le marchand. Cosette était sortie de dessous la table. « Ah, si, monsieur, dit-elle. Le cheval a bu. Il a bu dans le seau, plein le seau. Et même que c'est moi qui lui ai porté à boire, et je lui ai parlé. » Ce n'était pas vrai. Cosette mentait. « En voilà une qui est grosse comme le poing et qui ment gros comme la maison, » s'écria le marchand. « Je te dis qu'il n'a pas bu. Petite drôlesse. Il a une manière de souffler quand il n'a pas bu que je connais bien. » Cosette persista et ajouta d'une voix enrouée par l'angoisse et qu'on entendait à peine. « Et même qu'il a bien bu. »« Allons, reprit le marchand avec colère. Ce n'est pas tout ça, qu'on donne à boire à mon cheval et que cela finisse. » Cosette rentra sous la table. « Au fait, c'est juste, » dit la Thénardier. « Si cette bête n'a pas bu, il faut qu'elle boive. »
Puis regardant autour d'elle, eh bien, où est donc cet autre? Elle se pencha et découvrit Cosette blottie à l'autre bout de la table, presque sous les pieds des buveurs. Vas-tu venir? Cria la Thénardier. Cosette sortit de l'espèce de trou où elle s'était cachée. La Thénardier reprit. Mademoiselle chien faute de nom, va porter à boire à ce cheval. Mais, madame, dit Cosette faiblement, c'est qu'il n'y a pas d'eau. La Thénardier ouvrit tout grande la porte de la rue. Eh bien, va en chercher! Cosette baissa la tête et alla prendre un seau vide qui était au coin de la cheminée. Ce seau était plus grand qu'elle, et l'enfant aurait pu s'asseoir dedans et y tenir à l'aise. La Thénardier se remit à son fourneau et goûta, avec une cuillère de bois, ce qui était dans la casserole, tout en grommelant. Il y en a à la source. Ce n'est pas plus malin que ça. Je crois que j'aurais mieux fait de passer mes oignons. Puis, elle fouilla dans un tiroir où il y avait des sous, du poivre et des échalotes. Tiens, mademoiselle Crapaud, ajouta-t-elle, en revenant, tu prendras un gros pain chez le boulanger. Voilà une pièce, 15 sous. Cosette avait une petite poche de côté à son tablier. Elle prit la pièce sans dire un mot et la mit dans cette poche. Puis elle resta immobile, le seau à la main, la porte ouverte devant elle. Elle semblait attendre qu'on vînt à son secours. « Va donc !» cria la Thénardier. Cosette sortit, la porte se referma. Chapitre 4. Entrée en scène d'une poupée. La file de boutiques en plein vent qui partait de l'église se développait, on s'en souvient, jusqu'à l'auberge Thénardier. Ces boutiques, à cause du passage prochain des bourgeois allant à la messe de minuit, étaient toutes illuminées de chandelles brûlant dans des entonnoirs de papier, ce qui, comme le disait le maître d'école de Montfermeil, attablé en ce moment chez Thénardier, faisait un effet magique. En revanche, on ne voyait pas une étoile au ciel. La dernière de ces baraques, établie précisément en face de la porte des Thénardier, était une boutique de bimbeloterie, toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang et en avant, le marchand avait placé sur un fond de serviette blanche une immense poupée haute de près de 2 pieds, qui était vêtue d'une robe de crêpe rose, avec des épis d'or sur la tête, et qui avait de vrais cheveux et des yeux en émail. Tout le jour, cette merveille avait été étalée à l'ébahissement des passants de moins de 10 ans, sans qu'il se fût trouvé à Montfermeil une mère assez riche ou assez prodigue pour la donner à son enfant. Éponine et Azelma avaient passé des heures à la contempler, et Cosette elle-même, furtivement il est vrai, avait osé la regarder. Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fut, elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée, vers la dame, comme elle l'appelait. La pauvre enfant s'arrêta pétrifiée. Elle n'avait pas encore vu cette poupée de près. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur, qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Cosette mesurait avec cette sagacité naïve et triste de l'enfance l'abîme qui la séparait de cette poupée. Elle se disait qu'il fallait être reine ou au moins princesse pour avoir une chose comme cela. Elle considérait cette belle robe rose, ces beaux cheveux lisses, et elle pensait « Comme elle doit être heureuse, cette poupée-là !» Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette boutique fantastique. Plus elle regardait, plus elle s'éblouissait. Elle croyait voir le paradis
Il y avait d'autres poupées derrière la grande qui lui paraissaient des fées et des génies. Le marchand qui allait et venait au fond de sa baraque lui faisait un peu l'effet d'être le Père éternel. Dans cette adoration, elle oubliait tout, même la commission dont elle était chargée. Tout à coup, la voix rude de la Thénardier la rappela à la réalité. « Comment, Péronnelle, tu n'es pas parti? Attends, je vais à toi. Je me demande un peu ce qu'elle fait là. Petit monstre, va !» La Thénardier avait jeté un coup d'œil dans la rue et aperçut Cosette, en extase. Cosette s'enfuit en portant son seau et faisant les plus grands pas qu'elle pouvait. Chapitre 5. La petite toute seule. Comme l'auberge Thénardier était dans cette partie du village qui est près de l'église, c'était à la source du bois, du côté de Chelles, que Cosette devait aller puiser de l'eau. Elle ne regarda plus un seul étalage de marchand. Tant qu'elle fut dans la ruelle du boulanger et dans les environs de l'église, les boutiques illuminées éclairaient le chemin, mais bientôt la dernière lueur de la dernière baraque disparut. La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. Elle s'y enfonça. Seulement, comme une certaine émotion la gagnait, tout en marchant, elle agitait le plus qu'elle pouvait l'anse du seau. Cela faisait un bruit qui lui tenait compagnie. Plus elle cheminait, plus les ténèbres devenaient épaisses. Il n'y avait plus personne dans les rues. Pourtant, elle rencontra une femme qui se retourna en la voyant passer, et qui resta immobile, marmottant entre ses lèvres. Mais où peut donc aller cet enfant? Est-ce que c'est une enfant garou? Puis la femme reconnut Cosette. « Tiens, dit-elle, c'est l'Alouette. » Cosette traversa ainsi le labyrinthe de rues tortueuses et désertes qui termine du côté de Chelles le village de Montfermeil. Tant qu'elle eut des maisons et même seulement des murs des deux côtés de son chemin, elle alla assez hardiment. De temps en temps, elle voyait le rayonnement d'une chandelle à travers la fente d'un volet. C'était de la lumière et de la vie. Il y avait là des gens. Cela la rassurait. Cependant, à mesure qu'elle avançait, sa marche se ralentissait comme machinalement. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison, Cosette s'arrêta. Aller au-delà de la dernière boutique, cela avait été difficile. Aller plus loin que la dernière maison, cela devenait impossible. Elle posa le seau à terre, plongea sa main dans ses cheveux et se mit à gratter lentement la tête, geste propre aux enfants terrifiés et indécis. Ce n'était plus Montfermeil, c'étaient les champs. L'espace noir et désert était devant elle. Elle regarda avec désespoir cette obscurité où il n'y avait plus personne, où il y avait des bêtes, où il y avait peut-être des revenants. Elle regarda bien, et elle entendit les bêtes qui marchaient dans l'herbe, et elle vit distinctement les revenants qui remuaient dans les arbres. Alors elle ressaisit le seau, la peur lui donna de l'audace. « Bah, dit-elle, je lui dirai qu'il n'y avait plus d'eau. » Et elle rentra résolument dans Montfermeil. À peine eut-elle fait 100 pas qu'elle s'arrêta encore et se mit à se gratter la tête. Maintenant, c'était la Thénardier qui lui apparaissait. La Thénardier hideuse avec sa bouche de hyène et la colère flamboyante dans les yeux. L'enfant jeta un regard lamentable en avant et en arrière. Que faire? Que devenir? Où aller? Devant elle, le spectre de la Thénardier. Derrière elle, tous les fantômes de la nuit et des bois. Ce fut devant la Thénardier qu'elle recula. Elle reprit le chemin de la source et se mit à courir. Elle sortit du village en courant, elle entra dans le bois en courant, ne regardant plus rien, n'écoutant plus rien. Elle n'arrêta sa course que lorsque la respiration lui manqua, mais elle n'interrompit point sa marche. Elle allait devant elle, éperdue. Tout en courant, elle avait envie de pleurer. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. Elle ne pensait plus, elle ne voyait plus. L'immense nuit faisait face à ce petit être.
D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. Il n'y avait que 7 ou 8 minutes de la lisière du bois à la source. Cosette connaissait le chemin pour l'avoir fait bien souvent le jour. Chose étrange, elle ne se perdit pas. Un reste d'instinct la conduisait vaguement. Elle ne jetait cependant les yeux ni à droite ni à gauche, de crainte de voir des choses dans les branches et dans les broussailles. Elle arriva ainsi à la source. C'était une étroite cuve naturelle creusée par l'eau dans un sol glaiseux, profonde d'environ 2 pieds, entourée de mousse et de ces grandes herbes gaufrées qu'on appelle collerettes de Henri IV, et pavée de quelques grosses pierres. Un ruisseau s'en échappait avec un petit bruit tranquille. Cosette ne prit pas le temps de respirer, il faisait très noir, mais elle avait l'habitude de venir à cette fontaine. Elle chercha de la main gauche dans l'obscurité un jeune chêne incliné sur la source qui lui servait ordinairement de point d'appui, rencontra une branche, s'y suspendit, se pencha et plongea le seau dans l'eau. Elle était dans un moment si violent que ses forces étaient triplées. Pendant qu'elle était ainsi penchée, elle ne fit pas attention que la poche de son tablier se vidait dans la source. La pièce de 15 sous tomba dans l'eau. Cosette ne la vit ni ne l'entendit tomber. Elle retira le seau presque plein et le posa sur l'herbe. Cela fait, elle s'aperçut qu'elle était épuisée de lassitude. Elle eût bien voulu repartir tout de suite, mais l'effort de remplir le seau avait été tel qu'il lui fut impossible de faire un pas. Elle fut bien forcée de s'asseoir. Elle se laissa tomber sur l'herbe et y demeura accroupie. Elle ferma les yeux, puis elle les rouvrit, sans savoir pourquoi, mais ne pouvant faire autrement. À côté d'elle, l'eau agitée dans le seau faisait des cercles qui ressemblaient à des serpents de feu blanc. Au-dessus de sa tête, le ciel était couvert de vastes nuages noirs, qui étaient comme des pans de fumée. Le tragique masque de l'ombre semblait se pencher vaguement sur cet enfant. Jupiter se couchait dans les profondeurs. L'enfant regardait d'un œil égaré cette grosse toile qu'elle ne connaissait pas et qui lui faisait peur. La planète, en effet, était en ce moment très près de l'horizon et traversait une épaisse couche de brume qui lui donnait une rougeur horrible. La brume, lugubrement empourprée, élargissait l'astre. On eût dit une plaie lumineuse. Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l'été. De grands branchages s'y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des étendues lugubres. L'obscurité est vertigineuse. Il faut à l'homme de la clarté. Quiconque s'enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Quand l'œil voit noir, l'esprit voit trouble. Dans l'éclipse, dans la nuit, dans l'opacité fuligineuse, il y a de l'anxiété, même pour les plus forts. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt, sans tremblement. Ombres et arbres, deux épaisseurs redoutables. Une réalité chimérique apparaît dans la profondeur indistincte. L'inconcevable s'ébauche à quelques pas de vous, avec une netteté spectrale. On voit flotter, dans l'espace ou dans son propre cerveau, on ne sait quoi de vague et d'insaisissable, comme les rêves des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l'horizon. On aspire les effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevèlements obscurs, des touffes irritées, des flaques livides, le lugubre reflet dans le funèbre, l'immensité sépulcrale du silence.
les êtres inconnus possibles, des penchements de branches mystérieux, d'effrayants torses d'arbres, de longues poignées d'herbes frémissantes. On est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse qui ne tressaille et qui ne sente le voisinage de l'angoisse. On éprouve quelque chose de hideux comme si l'âme s'amalgamait à l'ombre. Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant. Les forêts sont des apocalypses, et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sous leur voûte monstrueuse. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait, c'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle frissonnait. Les expressions manquent pour dire ce qu'avait d'étrange ce frisson qui la glaçait jusqu'au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait sentir qu'elle ne pourrait peut-être pas s'empêcher de revenir là, à la même heure, le lendemain. Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'effrayait, elle se mit à compter à haute voix, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Et quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la perception vraie des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. La peur lui était revenue, une peur naturelle et insurmontable. Elle n'eut plus qu'une pensée, s'enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. Tel était l'effroi que lui inspirait la Thénardier qu'elle n'osa pas s'enfuir sans le seau d'eau. Elle saisit l'anse à 2 mains. Elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une 12aine de pas, mais le seau était plein, il était lourd, elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau, et se mit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait penchée en avant, la tête baissée, comme une vieille. Le poids du seau tendait et roidissait ses maigres bras. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter. Et chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond du bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain. C'était une enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. Et sans doute sa mère, hélas. Car il est des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. Elle soufflait avec une sorte de râlement douloureux. Des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible. Elle pensait avec angoisse qu'il lui faudrait plus d'1 heure pour retourner ainsi à Montfermeil et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte, plus longue que les autres pour se bien reposer, puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse et la soulever vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Chapitre 6 qui peut-être prouve l'intelligence de Boulatruelle.
Dans l'après-midi de cette même journée de Noël 1823, un homme se promena assez longtemps dans la partie la plus déserte du boulevard de l'Hôpital à Paris. Cet homme avait l'air de quelqu'un qui cherche un logement et semblait s'arrêter de préférence aux plus modestes maisons de cette lisière délabrée du faubourg Saint-Marceau. On verra plus loin que cet homme avait en effet loué une chambre dans ce quartier isolé. Cet homme, dans son vêtement comme dans toute sa personne, réalisait le type de ce qu'on pourrait nommer le mendiant de bonne compagnie, l'extrême misère combinée avec l'extrême pauvreté. C'est là un mélange assez rare qui inspire au cœur intelligent ce double respect qu'on éprouve pour celui qui est très pauvre et pour celui qui est très digne. Il avait un chapeau rond, fort vieux et fort brossé, une redingote râpée jusqu'à la corde, en gros drap jaune d'ocre, couleur qui n'avait rien de trop bizarre à cette époque, un grand gilet à poches de forme séculaire, des culottes noires devenues grises aux genoux, des bas de laine noire et d'épais souliers à boucles de cuivre. On eût dit un ancien précepteur de bonne maison revenu de l'immigration. À ses cheveux tout blancs, à son front ridé, à ses lèvres livides, à son visage où tout respirait l'accablement et la lassitude de la vie, on lui eût supposé beaucoup plus de 60 ans. À sa démarche ferme, quoique lente, à la vigueur singulière empreinte dans tous ses mouvements, on lui en eût donné à peine 50. Les rides de son front étaient bien placées et eussent prévenu en sa faveur quelqu'un qui l'eût observé avec attention. Sa lèvre se contractait avec un pli étrange, qui semblait sévère et qui était humble. Il y avait au front de son regard on ne sait quelle sérénité lugubre. Il portait de la main gauche un petit paquet noué dans son mouchoir. De la droite, il s'appuyait sur une espèce de bâton coupé dans une haie. Ce bâton avait été taillé avec quelque soin et n'avait pas trop méchant air. On avait tiré parti des nœuds et on lui avait figuré un pommeau de corail avec de la cire rouge. C'était un gourdin, et cela semblait une canne. Il y a peu de passants sur ce boulevard, surtout l'hiver. Cet homme, sans affectation pourtant, paraissait les éviter plutôt que de les chercher. À cette époque, le roi Louis XVIII allait presque tous les jours à Choisy-le-Roi. C'était une de ses promenades favorites. Vers 2 heures, presque invariablement, on voyait la voiture et la cavalcade royale passer ventre à terre sur le boulevard de l'Hôpital. Cela tenait lieu de montres et d'horloges aux pauvresses du quartier qui disaient « Il est 2 heures, le voilà qui s'en retourne aux Tuileries !» Et les uns accouraient et les autres se rangeaient, car un roi qui passe, c'est toujours un tumulte. Du reste, l'apparition et la disparition de Louis XVIII faisaient un certain effet dans les rues de Paris. Cela était rapide, mais majestueux. Ce roi impotent avait le goût du grand galop. Ne pouvant marcher, il voulait courir. Ce cul-de-jatte se fût fait volontiers traîner par l'éclair. Il passait, pacifique et sévère, au milieu des sabres nus. Sa berline massive, toute dorée, avec de grosses branches de lys peintes sur les panneaux, roulait bruyamment. À peine avait-on le temps d'y jeter un coup d'œil. On voyait, dans l'angle du fond à droite, sur des coussins capitonnés de satin blanc, une face large, ferme et vermeille, un front frais poudré à l'oiseau royal, un œil fier, dur et fin, un sourire de lettré, 2 grosses épaulettes à torsade flottantes sur un habit bourgeois, la toison d'or, la croix de Saint-Louis, la croix de la Légion d'honneur, la plaque d'argent du Saint-Esprit, un gros ventre et un large cordon bleu. C'était le roi. Hors de Paris, il tenait son chapeau à plumes blanches sur ses genoux emmaillotés de hautes guêtres anglaises. Quand il rentrait dans la ville, il mettait son chapeau sur sa tête, saluant peu. Il regardait froidement le peuple, qui le lui rendait. Quand il parut pour la première fois dans le quartier Saint-Marceau, tout son succès fut ce mot d'un faubourien à son camarade. « C'est ce gros-là qui est le gouvernement !» Cet infaillible passage du roi à la même heure était donc l'événement quotidien du boulevard de l'Hôpital. Le promeneur à la redingote jaune n'était évidemment pas du quartier, et probablement pas de Paris, car il ignorait ce détail. Lorsqu'à 2 heures la voiture royale, entourée d'un escadron de gardes du corps galonnés d'argent, déboucha sur le boulevard, après avoir tourné la salpêtrière, il parut surpris et presque effrayé. Il n'y avait que lui dans cette contre-allée. Il se rangea vivement derrière un angle du mur d'enceinte,
ce qui n'empêcha pas monsieur le duc d'Havre de l'apercevoir. Monsieur le duc d'Havre, comme capitaine des gardes de service ce jour-là, était assis dans la voiture vis-à-vis du roi. Il dit à sa majesté « Voilà un homme d'assez mauvaise mine. » Des gens de police qui éclairaient le passage du roi le remarquèrent également, et l'un d'eux reçut l'ordre de le suivre. Mais l'homme s'enfonça dans les petites rues solitaires du faubourg, et comme le jour commençait à baisser, l'agent perdit sa trace. Ainsi que cela est constaté par un rapport adressé le soir même à monsieur le comte Anglès, ministre d'État, préfet de police. Quand l'homme à la redingote jaune eut dépisté l'agent, il doubla le pas, non sans s'être retourné bien des fois pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. À 4h15, c'est-à-dire à la nuit close, il passait devant le théâtre de la Porte Saint-Martin, où l'on donnait ce jour-là les deux forçats. Cette affiche éclairée par les réverbères du théâtre le frappa, car quoiqu'il marchât vite, il s'arrêta pour la lire. Un instant après, il était dans le cul-de-sac de la Planchette, et il entrait au Plat d'Étain, où était alors le bureau de la voiture de Lagny. Cette voiture partait à 4h30. Les chevaux étaient attelés, et les voyageurs, appelés par le cocher, escaladaient en hâte le haut escalier de fer du Coucou. L'homme demanda « Avez-vous une place ?»« Une seule, à côté de moi, sur le siège, » dit le cocher. « Je la prends. Montez !» Cependant, avant de partir, le cocher jeta un coup d'œil sur le costume médiocre du voyageur, sur la petitesse de son paquet, et se fit payer. « Allez-vous jusqu'à Lagny ?» demanda le cocher. « Oui, » dit l'homme. Le voyageur paya jusqu'à Lagny. On partit. Quand on eut passé la barrière, le cocher essaya de nouer la conversation, mais le voyageur ne répondait que par monosyllabes. Le cocher prit le parti de siffler et de jurer après ses chevaux. Le cocher s'enveloppa de son manteau. Il faisait froid. L'homme ne paraissait pas y songer. On traversa ainsi Gournay et Neuilly-sur-Marne. Vers 6h du soir, on était à Chelles. Le cocher s'arrêta pour laisser souffler les chevaux, devant l'auberge à roulier installée dans les vieux bâtiments de l'abbaye royale. « Je descends ici, » dit l'homme. Il prit son paquet et son bâton et sauta à bas de la voiture. Un instant après, il avait disparu. Il n'était pas entré dans l'auberge. Quand au bout de quelques minutes la voiture repartit pour Lagny, elle ne le rencontra pas dans la grande rue de Chelles. Le cocher se tourna vers les voyageurs de l'intérieur. « Voilà, dit-il, un homme qui n'est pas d'ici, car je ne le connais pas. Il a l'air de n'avoir pas le sou. Cependant, il ne tient pas à l'argent. Il paye pour Lagny, et il ne va que jusqu'à Chelles. Il est nuit. Toutes les maisons sont fermées. Il n'entre pas à l'auberge et on ne le retrouve plus. Il s'est donc enfoncé dans la terre. » L'homme ne s'était pas enfoncé dans la terre, mais il avait arpenté en hâte dans l'obscurité la grande rue de Chelles. Puis il avait pris à gauche avant d'arriver à l'église le chemin vicinal qui mène à Montfermeil, comme quelqu'un qui eût connu le pays et qui y fût déjà venu. Il suivit ce chemin rapidement. À l'endroit où il est coupé par l'ancienne route bordée d'arbres qui va de Gagny à Lagny, il entendit venir des passants. Il se cacha précipitamment dans un fossé et y attendit que les gens qui passaient se fussent éloignés. La précaution était d'ailleurs presque superflue, car comme nous l'avons déjà dit, c'était une nuit de décembre très noire. On voyait à peine 2 ou 3 étoiles au ciel. C'est à ce point-là que commence la montée de la colline. L'homme ne rentra pas dans le chemin de Montfermeil. Il prit à droite, à travers champs, et gagna à grands pas le bois. Quand il fut dans le bois, il ralentit sa marche et se mit à regarder soigneusement tous les arbres, avançant pas à pas, comme s'il cherchait et suivait une route mystérieuse connue de lui seul. Il y eut un moment où il parut se perdre et où il s'arrêta indécis. Enfin il arriva, de tâtonnements en tâtonnements, à une clairière où il y avait un monceau de grosses pierres blanchâtres. Il se dirigea vivement vers ces pierres et les examina avec attention à travers la brume de la nuit, comme s'il les passait en revue. Un gros arbre, couvert de ces excroissances qui sont les verrues de la végétation, était à quelques pas du tas de pierres. Il alla à cet arbre et promena sa main sur l'écorce du tronc, comme s'il cherchait à reconnaître et à compter toutes les verrues. Vis-à-vis de cet arbre, qui était un frêne, il y avait un châtaignier malade d'une décortication, auquel on avait mis pour pansement une bande de zinc clouée.
Il se haussa sur la pointe des pieds et toucha cette bande de zinc. Puis il piétina pendant quelque temps sur le sol, dans l'espace compris entre l'arbre et les pierres, comme quelqu'un qui s'assure que la terre n'a pas été fraîchement remuée. Cela fait, il s'orienta et reprit sa marche à travers le bois. C'était cet homme qui venait de rencontrer Cosette. En cheminant par le taillis dans la direction de Montfermeil, il avait aperçu cette petite ombre qui se mouvait avec un gémissement, qui déposait un fardeau à terre, puis le reprenait, et se remettait à marcher. Il s'était approché et avait reconnu que c'était un tout jeune enfant chargé d'un énorme seau d'eau. Alors il était allé à l'enfant et avait pris silencieusement l'anse du seau. Chapitre 7. Cosette côte à côte dans l'ombre avec l'inconnu. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas eu peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. Mon enfant, c'est bien lourd pour vous ce que vous portez là. Cosette leva la tête et répondit. Oui, monsieur. Donnez, reprit l'homme. Je vais vous le porter. Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. C'est très lourd, en effet, dit-il entre ses dents. Puis il ajouta. Petite, quel âge as-tu? 8 ans, monsieur. Et viens-tu de loin comme cela? De la source qui est dans le bois. Et est-ce loin où tu vas? À un bon quart d'heure d'ici. L'homme resta un moment sans parler, puis il dit brusquement. Tu n'as donc pas de mère? Je ne sais pas, répondit l'enfant. Avant que l'homme eût le temps de reprendre la parole, elle ajouta. Je ne crois pas. Les autres en ont, moi j'en ai pas. Et après un silence, elle reprit. Je crois que je n'en ai jamais vu. L'homme s'arrêta, il posa le seau à terre, se pencha et mit ses 2 mains sur les 2 épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la lueur livide du ciel. Comment t'appelles-tu? Dit l'homme. Cosette. L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Au bout d'un instant, il demanda. Petite, où demeures-tu? À Montfermeil, si vous connaissez. C'est là que nous allons. Oui, monsieur. Il fit encore une pause, puis recommença. Qui est-ce donc qui t'a envoyé à cette heure chercher de l'eau dans le bois? C'est madame Thénardier. L'homme repartit d'un son de voix qu'il voulait s'efforcer de rendre indifférent, mais où il y avait pourtant un tremblement singulier. Qu'est-ce qu'elle fait, ta madame Thénardier? C'est ma bourgeoise, dit l'enfant. Elle tient l'auberge. L'auberge, dit l'homme. Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. Conduis-moi. Nous y allons, dit l'enfant. L'homme marchait assez vite. Cosette le suivait sans peine. Elle ne sentait plus la fatigue. De temps en temps, elle levait les yeux vers cet homme avec une sorte de tranquillité et d'abandon inexprimable. Jamais on ne lui avait appris à se tourner vers la Providence et à prier. Cependant, elle sentait en elle quelque chose qui ressemblait à de l'espérance et à de la joie, et qui s'en allait vers le ciel. Quelques minutes s'écoulèrent. L'homme reprit. « Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez madame Thénardier? »« Non, monsieur. »« Est-ce que tu es seul? »« Oui, monsieur. » Il y eut encore une interruption. Cosette éleva la voix. « C'est-à-dire, il y a 2 petites filles. »« Quelles petites filles? »« Ponine et Zelma. » L'enfant simplifiait de la sorte les noms romanesques chers à la Thénardier. « Qu'est-ce que c'est que Ponine et Zelma? »« Ce sont les demoiselles de madame Thénardier, comme qui dirait ses filles. »« Et que font-elles, celles-là? »« Oh, dit l'enfant, elles ont de belles poupées, des choses où il y a de l'or, tout plein d'affaires. Elles jouent et s'amusent. »« Toute la journée? »« Oui, monsieur. »« Et toi? »« Moi, je travaille. »« Toute la journée? » L'enfant leva ses grands yeux où il y avait une larme, qu'on ne voyait pas à cause de la nuit, et répondit doucement.
Oui, monsieur. Elle poursuivit après un intervalle de silence. Des fois, quand j'ai fini l'ouvrage et qu'on veut bien, je m'amuse aussi. Comment t'amuses-tu? Comme je peux. On me laisse. Mais je n'ai pas beaucoup de joujoux. Ponine et Zelma ne veulent pas que je joue avec leurs poupées. J'ai qu'un petit sabre en plomb. Pas plus long que ça. L'enfant montrait son petit doigt. Et qui ne coupe pas? Si, monsieur. Dit l'enfant. Ça coupe la salade et les têtes de mouche. Ils atteignirent le village. Cosette guida l'étranger dans les rues. Ils passèrent devant la boulangerie, mais Cosette ne songea pas au pain qu'elle devait rapporter. L'homme avait cessé de lui faire des questions et gardait maintenant un silence morne. Quand ils eurent laissé l'église derrière eux, l'homme, voyant toutes ces boutiques en plein vent, demanda à Cosette. C'est donc la foire ici? Non, monsieur, c'est Noël. Comme ils approchaient de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. Monsieur, Quoi, mon enfant? nous voilà tout près de la maison. Eh bien, Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent? pourquoi? C'est que si madame voit qu'on me l'a porté, elle me battra. L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la gargote.